tout le monde parle de négociation avec les groupes armés, mais négocier avec un groupe armé qui a initié une attaque, qui a produit la mort d'un ministre, une haute personnalité de l'État central, est-ce que ce ne serait pas une manière de renforcer les groupes armés, notamment le FLA ou encore le JNIM? Est-ce que ce n'est pas une manière de valoriser ce qu'ils ont fait, docteur Kamena Yoboué? Pas forcément, puisque pour moi, lorsque je regarde les différents acteurs qui se sont intervenus, quand je parle du président de l'Algérie, je parle également de la Russie à travers le communiqué. Donc c'est une dimension géopolitique qui est engagée. Et quand vous regardez le communiqué qui a été fait par rapport à Kidal, où le communiqué faisait mention de près de 2000 éléments venant des frontières étrangères. Donc ça signifie que cette situation-là, elle était vraiment coordonnée de façon à avoir le résultat escompté. Et moi, ce que j'observe dans cette situation qui rend difficile la négociation, c'est la désignation même de l'adversaire par les autorités. Ils ne les voient pas comme des Maliens, ils les conçoivent comme des valets locaux à la solde de l'impérialisme. Donc quand c'est comme ça, la position qui est dégagée, c'est que, à travers vous, c'est vrai qu'ils vous voient, mais pour eux, ils sont inscrits, ils l'ont dit ouvertement qu'ils sont inscrits dans une guerre de haute intensité. Donc à partir du moment où vous êtes dans une guerre de haute intensité, il faut produire un discours qui va permettre de maintenir sur le long terme des énergies. Donc à partir de ce moment, il y a toute une batterie qui est faite. Comme vous observez au niveau de l'ALUS, c'est le discours qui est déployé. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, au niveau même local, la raison pour laquelle vous êtes arrivé, c'est-à-dire la capacité de recouvrer le territoire en termes de sécurisation sur l'ensemble du territoire national, soit masquée par votre incapacité à anticiper, je l'avais noté, anticiper vraiment une action aussi coordonnée. Je dis anticiper dans la mesure où j'ai suivi une vidéo du général Tiani qui avait annoncé qu'il y avait un plan de déstabilisation de l'AES qui allait commencer par le Mali, à faire de Mali une sorte d'émirat. Et puis après, qu'il allait mettre par exemple le Burkina, et puis c'est lui-même qui a donné tous ces détails en termes de renseignement. Le Burkina et puis le Niger sous tutelle d'émirat dans son concept qu'il a donné. Donc c'est quelque chose, selon lui, qui était planifié, dont ils avaient l'information. Mais avoir l'information et la capacité d'anticiper sont deux choses différentes. Mais moi, ce que je crains dans cette situation, c'est... Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en Syrie. Parce qu'en Syrie, les forces ont attaqué le régime installé. Et le résultat, à la fin, a été lequel? Le résultat, puisque c'était la force militaire qui était opposée. Et après, on a vu que la tendance, puisque dans ce qui permet la négociation, ce sont les rapports de force à l'instant T. Est-ce que le Mali a le rapport de force qu'il faut pour pouvoir étouffer cette attaque-là? Quand je parle du Mali, je fais allusion aux dirigeants, aux militaires. Je ne parle pas forcément de tous ces acteurs qui interviennent. Donc, ce qu'on a constaté en Syrie, où aujourd'hui, ceux qui combattaient ont pris le pouvoir et qui ont mis hors d'état de nuire l'ancien régime. Donc, moi, c'est ça ma grande préoccupation. Est-ce que le Mali, au regard de la représentation qu'il a de tous ceux qui l'attaquent de l'intérieur, le communiqué l'a montré, ce ne sont pas des hommes venus de l'extérieur, ce sont des personnes avec qui ils travaillent, des colonels, des Maliens qu'on a ressentis. Est-ce que leurs ressentis sont légitimes? Si c'est légitime, comment on fait face à cela? Est-ce qu'on étouffe en imposant l'absence des partis politiques? Donc c'est toute cette problématique-là. Et pour moi, dans la table de négociation, il ne faut pas simplement tenir compte des Maliens de sang. Il faut tenir compte de tous ceux qui participent à alimenter. Je parle de la Russie, qui est un partenaire stratégique du Mali. Je parle de tous ses voisins, avec l'Algérie qui avait un accord. Donc pour moi, tous ces acteurs-là sont à prendre en compte dans la résolution de cette crise-là. Très bien. Et même de la Côte d'Ivoire. Très bien. Merci beaucoup. Il y a un internaute qui écrit, si c'est pas en Afrique, on peut voir ça, des terroristes attaquent vos frères et personne sur le plateau n'a une compassion pour le Mali. C'est pas vrai, messieurs. Ce n'est pas vrai. Évidemment, tout le monde a de la compassion et a de l'amertume pour ce qui se passe au Mali. L'idée ici, c'est d'ouvrir le débat. D'ailleurs, Dr Banga a commencé, Cheikh Oumar Doumbia, Idrissa Keïta, tous sur ce plateau ont commencé par exprimer justement leur solidarité avec ce qui se passe au Mali. Évidemment, cela n'empêche pas qu'on analyse les faits. Messieurs, est-ce que la ligne de démarcation qui est si fine
entre les groupes terroristes et les mouvements séparatistes ne rend pas la tâche de la négociation plus difficile que cela. Barthélemy Gogognon. Oui, merci Ali, merci. Franchement, le problème du Mali est tellement devenu complexe qu'on dirait que c'est devenu une zone à intérêt particulier de certains groupes. Pourquoi je le dis? Voici une jeune militaire qui prend le pouvoir et qui raisonne de façon militaire. Et le cœur du pouvoir, le ministre de la Défense, est tué. Ali, j'allais dire, ça réduit la capacité même d'intervention du Mali, puisque c'est le cœur du pouvoir qui a été touché. Mais malgré tout cela, je pense que le général Koïta doit pouvoir revenir à la raison. Moi, je le dis parce que je pense au peuple malien. Pendant que certains pays sont en train de réfléchir comment rentrer en plein pied dans l'intelligence artificielle, se développer économiquement parlant, socialement parlant, le Mali s'est plongé dans une situation au point qu'on ne sait plus où est la tête, où est la queue. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut faire tabula rasa. Il faut faire en sorte que des interventions extérieures, pas forcément militairement parlant. L'Union africaine, jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu le rôle de l'Union africaine. C'est vrai que le Mali est dans l'AES maintenant, mais moi je voudrais que les pays voisins, même la CEDEAO, puissent s'organiser pour sauver un pays frère. Franchement, à ce niveau, c'est arrivé, aucune analyse, j'allais dire, quel que soit son niveau d'être pointu, ne peut ramener ses vies qu'on perd. Et quand un ministre de la Défense perd la vie avec sa famille, quelque part, nous qui sommes les défenseurs des droits humains, on a mal parce que c'est le principe sacro-saint de la vie qui est bafoué. Donc, où il n'est pas encore tard, parce que nous sommes encore au ministre de la Défense. Que savons-nous pour demain? Je pense qu'à un moment donné, il faut que tous les pays africains puissent se mettre ensemble et exiger ce dialogue-là. C'est vrai que le conflit malien a plus d'intérêt, comme je l'ai dit au départ, mais rien n'est impossible. Il faut faire en sorte qu'une petite honte vaut mieux qu'une grande honte. Si le régime militaire est arrivé à ce niveau, comme l'a dit le Dr Achu Banga, c'est un échec qu'il faut reconnaître et remettre les choses sur la table pour qu'enfin, les gens puissent négocier, puissent revenir à un régime normal, un régime, j'allais dire, civil. Parce que tel que le dit le général Goïta, il est militaire, donc il n'a qu'un langage militaire. Mais en optant pour ce chemin-là, j'ai bien peur que la crise du Mali, qui est déjà un peu j'allais dire, mélangée, puisse s'enfoncer davantage. Donc j'appelle, au nom du principe sacro-saint de la vie, j'en appelle au dialogue, à la négociation, j'en appelle à tous les pays qui peuvent le faire, les pays qui soient africains, qui soient européens, qui soient, je veux dire, russes, peu importe, il faut faire en sorte que le Mali puisse sortir de cette situation-là, parce qu'il y a bien peur que ça puisse s'étendre au Burkina Faso, au Niger, et nous qui sommes les voisins de ces pays-là, c'est par rapport à nous aussi que nous parlons. Très bien. Docteur Banga, rapidement. Oui, tu as posé la question de la frontière fine. Mais la frontière, elle était étanche ou elle était relativement étanche, je l'ai expliqué au départ. C'est vrai qu'au départ, il y a le Moujao et le MLA de l'époque qui commencent ensemble les attaques. Mais en même pas 2 mois, hein, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a des gens qui sont des terroristes, des islamistes, qui ont un mode de vie. Il y a d'autres qui sont des autonomistes. Et d'ailleurs, en fait, c'est un pourtour. Il y a certains qui disent, OK, si l'État est plus présent chez nous, OK, on laisse tomber. Si on est plus intégré, voilà. Donc, il y a d'abord... Pourquoi aujourd'hui la frontière est fine? La frontière est fine parce que dans sa stratégie, elle est devenue fine parce que dans sa stratégie, la jeune malienne a mis cet ensemble-là, les groupes rebelles et les groupes djihadistes dans le même lot. D'une façon même, Keïta, c'est ça, à l'époque, c'est pour ça qu'il se plaignait du fait que les Français n'aient pas libéré. Ils voulaient tous les mettre ensemble. Donc, si finalement, au quotidien, tu me dis, vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes, vous êtes les mêmes, ils ont mis 1 an à discuter d'abord, rien que pour avoir un accord de coordination de leurs attaques. Parce qu'ils se faisaient la guerre, ils se tapaient dessus. Donc, la frontière est devenue fine parce que dans le jeu tactique de la junte malienne,
il fallait les mettre ensemble. Du gouvernement malien, il n'y a pas de souci. Il fallait les mettre ensemble. Aujourd'hui, ça va. J'ai envie de donner l'exemple de Laurent Gbagbo et la crise en Côte d'Ivoire. Après 2004, 2005, on était coincés, on était embourbés, plus rien ne marchait. Il a pris de la hauteur. Il a regardé. Il a dit, bon, je change de stratégie. J'applique le dialogue direct. Qui nous a permis quand même d'avoir l'accord de Ouagadougou et de progresser jusqu'aux élections. On peut se tromper de bonne foi. Quoi qu'on en dise, Goïta et ses amis sont des Maliens, ils aiment le Mali. Ils peuvent se tromper de bonne foi. Pour moi, c'est un échec, mais ce n'est pas dit qu'ils ont préparé l'échec. Mais il faut au moins le constater. Le constater, à partir du moment où on le constate, on change de cap. Naturellement, tu as demandé si tout à l'heure, négocier quand on a tué le ministre de la Défense, ça ne fait pas des ordres. Oui, ça peut faire des ordres. Même négocier aujourd'hui, quand vous êtes en position, vous avez perdu, vous arrivez avec des faiblesses sur la table de négociation. Mais au moins, il faut ouvrir à partir d'aujourd'hui cette lucane. Et cette lucane, elle ne doit même pas commencer, et j'insiste dessus, on n'a même pas commencé avec ces groupes rebelles-là. Elle doit commencer avec tous les acteurs maliens, mais tous les acteurs. C'est eux qui décideront le cap. À partir du moment où l'imam Diko, Dr Mariko, celui qui est en prison, l'ancien premier ministre qu'on a reçu Moussa ici, Mara, ou Moussa Mara, mon ami Cheikh, tous ces groupes qui se réunissent, discutent, trouvent un minimum. Ce minimum l'a conduit. Si les Maliens sont d'accord sur une voie, tous les partenaires, puisqu'il a parlé de guerre, de proxy, de monde géopolitique, sont obligés d'accompagner cette voie. Mais quand on désigne toute opposition, quand on désigne toute personne qui ne pense pas comme moi, comme un valet local, comme un apatride, comme quelqu'un qui n'aime pas son pays, mais ce sont des Maliens comme vous. Ce sont les forces vives du Mali qui vont d'abord trouver la solution. D'accord. Très bien. Cheikh Oumar, j'aimerais vous entendre, vous et Idrissa Keïta, sur comment on négocie avec le FLA, qui est un mouvement séparatiste, du JNIM, qui est un mouvement terroriste, quand les deux décident de coaliser. Déjà, comme Arthur l'a dit, ce cas de figure s'était posé un peu en 2012. Et l'alliance n'a pas duré. Cette fois-ci, oui, les informations récentes nous laissent comprendre qu'ils ont fait au moins une année à travailler ensemble, à trouver comment fonctionner. Encore, oui, la réalité, c'est que si l'accord d'Alger était vivant, sous n'importe laquelle des formes, moi, j'aurais été ce gouvernement, j'aurais demandé, bon, l'accord nous permet de négocier, de renégocier, renégocions. Ça te fait gagner du temps et ça te permet de continuer à récupérer ton territoire. Mais là, tout de suite, le constat est clair, les deux sont dans la même dynamique et sont en train d'œuvrer dans ce sens. Et il y a un acteur que l'on est en train d'oublier, c'est l'EGS, parce que l'EGS a participé au combat ce week-end. Mais ils n'étaient pas dans le combat du 26. Non, non, ils n'étaient pas avec le JNIM ni avec le FLA, mais ils étaient couchés à Ménaka et eux aussi, ils ont opéré. Donc, eux aussi sont là. Et Dieu sait quelle autre nouvelle nous pourrons découvrir. Mais la réalité aujourd'hui, pour avoir cette discussion, le premier élément, c'est que le leadership à Bamako décide qu'il veut aller vers la paix au lieu de dire qu'il veut aller vers la guerre. Et une fois que cet élément est obtenu, il faut trouver un cessez-le-feu d'abord. Ce cessez-le-feu, pour une année au moins, permettre à l'État de se réorganiser et de voir quelles sont les mesures les plus appropriées pour pouvoir faire face à cette crise. Il y a quelque chose que moi j'ai entendu à multiples reprises de la bouche de représentants du FLA et de la bouche de représentants du JNIM. Le chef d'état-major du FLA, je pense que c'est TV5 qui l'a même interviewé, il dit que non, quand le régime à Bamako va partir, il y aura des discussions et la paix reviendra. Il l'a dit. Celui-ci aussi, leur porte-parole, fait mention de ce type d'hypothèse. Donc, quand on écoute aussi l'autre qui s'est érigé en porte-parole du JNIM, il parle de revanche et il fait une menace. Il dit, même si ceux-là partent et que vous choisissez des gens comme ceux-là, ce serait le même résultat. Donc, le constat est clair. Ces belligérants ont un souci majeur avec qui dirige le pays.
Et on n'est plus dans une logique idéologique ou politique, c'est personnel maintenant. Parce que dans leur allocution, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Nous sommes venus faire chez vous ce que vous êtes allés faire chez nous. » Donc c'est de la vengeance, c'est devenu personnel. Mais il y a un élément qui va être très difficile pour Bamako d'accepter ou de suivre et qui est revendiqué par tous les deux autres belligérants, c'est le départ de Africa Corps. Est-ce qu'aujourd'hui, Bamako est en mesure de se défaire d'Africa Corps? Et si tel est le cas, se défaire d'Africa Corps, quelle serait la conséquence immédiate? Africa Corps, qui d'ailleurs est problématique pour même Bamako, parce que Bamako n'est même plus capable de se fier à Africa Corps. Lorsque Africa Corps arrive à négocier sa sortie de zone attaquée en laissant nos soldats en difficulté. Donc, ce qui explique même que la première sortie du président Goïta après son réapparition, c'est de discuter avec l'ambassade de Russie pour comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe ainsi. Donc, c'est là tout le souci et le problème pour moi aujourd'hui, il est diplomatique. Et il nous faut peut-être donner la possibilité à un géant africain de se mêler de cette problématique et de forcer la porte à cette discussion. Et ce géant, pour moi, c'est l'Égypte. Et le Maroc et l'Algérie ne blaguent pas avec l'Égypte. Eux aussi considèrent la puissance égyptienne comme une vraie puissance et font très attention à ne pas frustrer cette puissance. Si on amène l'Égypte à table aujourd'hui comme nouveau médiateur, l'Algérie n'y verra pas de problème, le Maroc non plus. Et je pense qu'avec l'expérience que l'Égypte a avec les frères musulmans, avec tous les conflits, la guerre de 6 jours est là, ils peuvent ouvrir un canal pour obtenir un cessez-le-feu garanti par l'Union africaine pour 1 année. Et que pendant ces 1 année, on trouve les voies et moyens pour avoir un régime légitime à Bamako. Mais comme Arthur le dit, le leadership à Bamako n'arrivera pas à ça seul. Ils ont l'obligation maintenant de libérer la société civile, de libérer la classe politique, pour que ceux-là puissent contribuer à constituer une voie pour le Mali qui pèse sur la scène internationale. Parce que sur la scène internationale, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères peut avoir toute la bonne volonté qu'il veut, sa voix ne porte pas. Il ne sera pas écouté pour des questions de crédibilité et pour des questions de non-accord. Très bien. Moi, je discutais avec un haut diplomate et je lui ai dit, bon, il posait la même question que vous, en disant, le FLA s'est accroché avec le JNIM. Je dis, bon, ça fait qu'aujourd'hui, finalement, la catégorie terroriste peut être cochée. Et il m'a répondu en disant, il existe des États qui considèrent Wagner ou Africa Corps comme terroristes. Est-ce que l'on peut dire que les deux belligérants de ce côté se sont associés à des forces terroristes? Vous voyez à quel point nous sommes dans un dilemme politique et diplomatique sécuritaire que je pense sincèrement que le régime actuel ne sera pas en mesure de résoudre parce qu'il fait partie du cœur du problème et qu'il faut un nouveau leadership pour commencer. D'accord. C'est la fin de cette édition sur Africa News 24/7. Excellente soirée à tous et à bientôt.